QRS large. La largeur des QRS, donc le QRS entre 0,06 et 0,08, on parle d'un QRS large quand il dépasse les 0,12 secondes, hein, bien sûr. Bien. Et donc, si le bloc est complet, le QRS va être franchement large, il va dépasser ou atteindre les 0,12 secondes. Si maintenant le bloc est incomplet, le QRS va rester fin, mais pas tout à fait normal. Il va être modérément élargi entre 0,09 et 0,11. Vous voyez? Et donc, la seule différence entre un bloc complet et un bloc incomplet sur l'électrocardiogramme, c'est le degré d'élargissement des QRS. QRS franchement large, c'est égal à 0,12. Je parlerai d'un bloc complet. Un QRS modérément élargi, je parle d'un bloc incomplet. Très bien. Donc, notre exemple, le bloc de la branche droite est complet. Donc, le QRS est censé dépasser ou atteindre les 0,12 secondes. Mais est-ce que le bloc de branche est la seule entité qui m'élargit les QRS? Non. Non. Alors, qu'est-ce qui peut me donner des QRS larges en dehors d'un bloc de branche? Un BAV complet. Un BAV complet, exactement. Pourquoi un BAV complet donnerait un QRS large? Parce qu'il y a un foyer d'échappement ventriculaire qui transmet des excitations de proche en proche. Exactement. Parce qu'il y a un foyer d'excitation ventriculaire qui se transmet lui-même de proche en proche. Alors, est-ce que c'est le seul exemple? La TV. Alors, la TV donne quoi? Extrasystole ventriculaire. Oui, extrasystole, ça ne pose pas de problème parce que c'est un seul complexe. Tous les QRS ne sont pas larges. Par contre, les tachycardies supraventriculaires, plutôt ventriculaires. Les tachycardies ventriculaires sont tout le temps QRS large. Pourquoi une tachycardie ventriculaire QRS large? Parce qu'encore une fois, le foyer, n'est-ce pas, de la TV ventriculaire, et donc il ne peut pas utiliser les deux branches en même temps. Il ne les utilise pas, et donc il va se propager de proche en proche. Et donc ça donne des QRS larges. Bien. Je peux vous citer d'autres exemples. Là, imaginons que j'ai un rythme électrostimulé. C'est-à-dire que le cœur est stimulé par un pacemaker par l'intermédiaire d'une sonde stimulée artificiellement. Donc, la sonde va stimuler le cœur, elle va dépolariser le groupement des cellules adjacentes à la sonde et ça va se propager de proche en proche. Là aussi, les rythmes électrostimulés vont être à QRS large. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont tous ces éléments comme point commun? C'est que l'excitation naît directement au niveau du ventricule. Et si l'excitation est au niveau du ventricule, elle ne pourra pas utiliser les deux branches en même temps. Vous me suivez ou pas? Alors, oui. Utiliser les deux branches en même temps, en fait. Pour qu'on puisse les utiliser en même temps, toutes les deux, il faut que l'excitation vienne d'en haut, pour qu'elle puisse cheminer le long des deux branches en même temps. Et donc, il faut qu'elle vienne soit du IS, soit d'une AV, soit plus haut. Il faut qu'elle soit supraventriculaire. Et donc, quand j'ai un rythme ventriculaire, est-ce que je peux porter le diagnostic d'un bloc de branche? Non. Alors, pourquoi non? Non. Pourquoi non? Parce que car les deux donnent un QRS large. Parce que ça donne des QRS larges et parce que les branches ne sont pas utilisées. C'est-à-dire, dans ce cas-là, quand vous avez par exemple une TV, les QRS sont larges, non pas parce qu'on a utilisé les branches et que l'une ne conduit pas, non pas parce qu'il y a un bloc de branches, en d'autres termes, mais parce que le foyer est ventriculaire et donc il n'utilise pas les branches. Et si le foyer qui excite les ventricules n'utilise pas les branches, vous ne pouvez pas savoir s'il conduit ou pas. Vous me suivez ou pas? Et donc, on va rajouter un deuxième critère, une deuxième condition au bloc de branche, mais il faut que le rythme soit comment? Supraventriculaire. Bien. Et donc, est-ce que vous croyez que je puisse dire la phrase suivante? Ce patient a une tachycardie ventriculaire et un bloc de branche associé sur l'électrocardiogramme.
Non. Non, Non. je ne peux pas la dire parce que si l'ANTV, c'est-à-dire que les ventricules sont activés directement par la foyer ventriculaire, qui se propagerait de toute manière de proche en proche, il ne peut pas utiliser les branches. Donc, s'il ne peut pas utiliser les branches, je ne pourrai pas savoir si les branches conduisent ou pas. N'est-ce pas? Bien, on ne peut pas savoir exactement. Bien. Alors, vous voyez ce stylo? Oui. Oui. Est-ce que ce stylo écrit ou pas? Est-ce qu'il marche? On ne sait pas. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que faut l'utiliser pour le savoir. Exactement, parce qu'il va falloir l'utiliser pour le savoir. Donc, si on ne l'utilise pas, on ne pourra pas savoir s'il marche ou pas. Voilà. Maintenant, je vais l'utiliser. Ben, là, il marche. Voilà. Et donc, pareil pour les branches. Pour savoir si c'est un bloc de branche ou pas, il faut d'abord utiliser les deux branches. Et pour pouvoir utiliser les deux branches, il faut que le rythme vienne de plus haut d'elle. C'est-à-dire, il faut qu'il vienne de l'étage supraventriculaire. Encore une fois, un rythme qui est né au niveau du ventricule, que ce soit un BAV complet QRS large, c'est-à-dire un foyer d'échappement, il y a un BAV complet QRS large, un foyer de la TV, un rythme électrostimulé, sont des rythmes ventriculaires. Et si c'est des rythmes ventriculaires, il ne vient pas d'en haut, donc il n'utilise pas les branches. Même si les branches marcheraient, bien, il ne va pas les utiliser parce qu'il est directement des ventricules, donc il va se propager de manière de proche en proche. Et donc, je ne pourrais pas savoir si les branches conduisent ou pas. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire blé, il ne faut pas confondre, hein. Ça ne veut pas dire blé, une TV ne peut pas être associée à un bloc de branche. C'est possible, c'est possible. Sauf que tant que le patient est en TV, tant que le ventricule est excité par un foyer ventriculaire, les branches ne sont pas utilisées et je ne pourrais pas diagnostiquer un bloc de branche. C'est un peu les limites de l'ECG. Les branches sont là, je ne sais pas si elles conduisent ou pas. Alors, ces deux diagnostics, TV plus bloc de branche, ces deux diagnostics sont incompatibles. Vous me suivez? Oui. Très bien. Alors, citez-moi une troisième entité qui m'élargit les QRS en dehors d'un bloc de branche. Tachycardie supraventriculaire avec Wolff Parkinson, oui. Très bien. Alors, il y a une question sur la discussion. Comment savoir si le rythme est supraventriculaire? En essayant d'identifier le rythme. Imaginons que je trouve un rythme sinusal. Je sais que le rythme sinusal est supraventriculaire. Imagine que le patient est en FA. Est-ce que la FA est un rythme à commande supraventriculaire ou la ventriculaire? Supraventriculaire. Supraventriculaire, puisque c'est la FA qui se transmet vers les ventricules. Et donc, est-ce que la FA est compatible avec le diagnostic d'un bloc de branche? Oui, Oui. que la FA est supraventriculaire. Bien. Donc, un flotteur atrial, est-ce que je peux porter le diagnostic d'un flotteur associé à un bloc de branche? Oui, parce que c'est le flotteur qui se transmet au ventricule et donc le rythme est supraventriculaire. Voilà. Par contre, si j'ai une TV, eh bien là, je ne pourrais pas savoir si c'est un bloc de branche ou pas. Bien. Donc, la troisième entité qui m'élargit les QRS en rythme sinusal, c'est quoi? C'est le Wolff Parkinson White. Pourquoi? Là, les branches sont utilisées. Mais là, il y a un faisceau accessoire qui excite ne serait-ce qu'une partie le ventricule de proche en proche et qui me donne un QRS large. Donc, si j'ai un QRS large, je ne pourrais pas savoir s'il est dû au bloc de branche ou au Wolff. Et donc, pour ne garder, écoutez-moi bien, pour ne garder que comme seule explication à l'élargissement des QRS, eh bien, le bloc de branche, je dois également éliminer le Wolff Parkinson White. Et donc, je dois rajouter une condition pour la définition, pour les critères. Si le rythme est sinusal, il faut que le PR soit supérieur ou égal à 0,12. Voilà. Et ces trois conditions sont des conditions, c'est les premiers critères obligatoires pour diagnostiquer un bloc de branche, qu'il soit droit ou gauche. Donc, le premier critère, c'est un QRS large. QRS large, atteignant ou dépassant les 0,12 pour les blocs complets. Deuxièmement, un rythme supraventriculaire.
Voilà. Et troisièmement, si le rythme est sinusal, s'il est sinusal, il faut que le PR soit égal à 0,12. Bien. Donc, le premier critère, on a bien compris, il est obligatoire. On avait dit qu'il n'y avait pas de bloc de branche s'il n'y avait pas de délâchement des QRS. Et les deux autres critères, on va faire quoi finalement? À m'éliminer toutes les autres causes de QRS large. Et donc, si le rythme supraventriculaire et que le PR est normal, donc il n'y a pas de Wolf, la seule explication qui me reste à l'élargissement du QRS, eh ben, ça va être le bloc de branche. Est-ce que vous avez compris? Oui. Docteur, Oui. on ne peut pas différencier l'aspect du QRS de Wolff-Parkinson. On a dit qu'il est différent. Genre, c'est vrai que c'est un QRS large, mais à l'onde delta. C'est Ouais. différent, l'onde delta. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une onde delta, mais la question est, ça ne va pas m'empêcher de diagnostiquer le Parkinson-White. Le problème est le suivant, si tu as une onde delta et un QRS large par la suite, comme ça. Est-ce que le QRS large est dû uniquement au Wolf, ou est-ce qu'il est dû au Wolf plus un bloc de branche? Ah, La d'accord. question est là. Ouais. Mm. Et donc, le Wolf peut élargir le QRS. Et donc, tu ne sais pas s'il n'y avait pas de Wolf, est-ce que le QRS serait fin ou large? Donc, tu ne sais pas s'il y a associé ou pas un bloc de branche ou pas. D'accord. Voilà. Donc, ce n'est pas l'association des deux. Je vais quand tu as un Wolf plus bloc de branche. C'est possible, hein? C'est possible. Un patient a le droit d'avoir les deux. Mais quand tu as un Wolf plus un bloc de branche, tu vas avoir de toute façon des QRS larges avec un PR court. Alors, ce n'est pas le bloc de branche qui masque le Wolf, c'est le contraire. Pourquoi? Parce qu'il reste quand même un critère en faveur du Wolf, c'est le PR court. Maintenant, cet élargissement des QRS peut être attribué uniquement au Wolf ou Wolf plus bloc de branche. Et là, tu ne pourras pas faire la différence entre les deux entités. C'est compris? Oui. Très bien. Je résume. Donc, 3 critères pour diagnostiquer d'un bloc de branche, 3 critères communs au bloc droit et au bloc gauche. Et ces critères sont le premier QRS large, et on a expliqué pourquoi, et les deuxièmes, encore une fois, le troisième, les deux restants, servent à faire quoi? Éliminer toutes les autres causes d'élargissement des QRS, c'est-à-dire un rythme supraventriculaire, ça élimine les rythmes ventriculaires comme la TV, etc. Et puis le troisième, si le rythme est sinusal, le PR supérieur à 0,12, ce qui permet d'éliminer le Parkinson-White. Donc, quand vous éliminez toutes ces causes d'élargissement de QRS, la seule explication qui reste, ça va être le bloc de branche. Est-ce que c'est compris? Oui. Oui, très bien. Alors maintenant, une fois ces 3 critères satisfaits, vous diagnostiquez un bloc de branche. Reste à savoir, est-ce que c'est un bloc de branche droit ou gauche? N'est-ce pas? Alors, comment savoir si c'est un bloc de branche droit ou gauche? Ça va être sur quoi? C'est pas les indices de Sokolov. Non. C'est vrai que c'est le TD des bêta-bloquants et des hypertrophies, mais là, on est encore dans les blocs de branche. Blocs de branche. L'axe des QRS. C'est pas non plus l'axe des QRS. Ça va être un petit peu sur la morphologie des QRS. Voilà, c'est-à-dire il va y avoir QRS large de large. Il peut y avoir large avec RSR', c'est large, ou RR'. La morphologie peut être différente. Et selon la morphologie du QRS large, je pourrais déterminer si le bloc est droit ou si le bloc est gauche. D'accord? Alors, pour comprendre ces différentes morphologies, il faut d'abord comprendre la morphologie normale des QRS et surtout dans les dérivations précordiales. Donc, je vais dessiner des ventricules. Alors, ça, c'est un ventricule gauche. Et ça, c'est un ventricule droit. Alors, qu'est-ce que vous remarquez d'emblée? La différence de masse entre le ventricule gauche et droit. Exactement. Voilà, alors je vais je vais les dessiner mieux, mais je vais les mettre un petit peu plus inclinés parce que le cœur est légèrement incliné à gauche. Donc le VG est plus épais et là vous avez le VD. Voilà, entre les deux, vous avez le septum. Voilà, donc ça c'est les ventricules avec le VG qui est là et le VD.
On va dessiner un petit peu les tissus de conduction. Vous avez le nœud AV, voilà, au-dessus des ventricules, ensuite le faisceau de His. Et le faisceau de His se bifurque en la branche gauche qui va cheminer lors du versant gauche du septum, voilà, et qui finit par donner le réseau Purkinje gauche. Et puis la branche droite qui chemine le long du versant droit du septum et qui donne le réseau Purkinje pour le ventricule droit. C'est bon? Bien. Alors, comment va se passer la séquence d'activation normale du cœur? Donc, l'excitation va venir du nœud AV et va cheminer le long des deux branches. Il faut savoir une chose, la première, c'est que la branche gauche donne plus de ramifications de Purkinje vers le septum que la branche droite. Bien. Si bien qu'à l'état normal, écoutez, le septum va être activé normalement par la branche gauche. Voilà. Et donc, ça vous crée quoi? Ça vous crée une première dépolarisation, mais une dépolarisation septale, qui va être responsable d'une onde. Bien. Donc, remarquez une chose, dans le QRS fin, le QRS est théoriquement fin, normalement fin. Mais fin, il a quand même une certaine épaisseur. Il a même un certain nombre d'ondes. Le QRS, finalement, c'est la succession de 3 ondes. L'aspect le plus typique, c'est le grand petit Q, grand R, petit s. Pourquoi le QRS est composé de plusieurs ondes? Selon les régions excitées. Exactement. Ouais, c'est exactement cela. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même s'il est fin, même s'il est excité par le Purkinje, les ventricules, toutes les parois ventriculaires ne s'excitent pas parfaitement en même temps. S'il faisait parfaitement en même temps, ça donnerait une seule onde, un seul vecteur. Mais là, il va y avoir une succession d'excitations où des structures vont être excitées en premier, dans la première onde, des structures excitées en deuxième et d'autres structures excitées en dernier. Donc, un QRS fin, c'est pratiquement synchrone, mais pas tout à fait synchrone. Voilà. C'est-à-dire fin, ça s'excite dans un laps de temps assez court, très court, entre 0,06 et 0,08, c'est très court, mais pas d'une manière parfaitement synchrone. Et donc la première structure qui va être excitée, ça va être quoi? Ça va être le septum. Et comme il est excité par la branche gauche, ça donnera un premier vecteur qui va être orienté de gauche vers la droite. Et ce premier vecteur est un vecteur d'activation septale. Bien. Est-ce que vous croyez que ce vecteur est important? Est-ce qu'il est ample? Non. Non. Voilà pourquoi. Parce que le septum, écoutez, ce n'est pas une très grande masse non plus. Voilà. C'est une paroi qui reste modérée par rapport au reste des ventricules. Donc, ce premier vecteur est petit. Il va être orienté de gauche vers la droite. Il va être capté par les dérivations de droite qui sont V1, V2. V1 et V2. Très bien. Et quand il va être capté par V1, V2, ça va partir vers la dérivation, là, ça va fuir la dérivation. Vers. Vers la dérivation, exactement. Et ça donne petit, une onde positive ou la négative? Positif. Positive, exactement. On appelle onde petit r. Et puis, est-ce qu'il va fuir les dérivations V5, V6? Ou est-ce qu'il va partir vers elle? Il va les fuir. Et donc, ça donne quoi? Une onde positive ou la négative? Négatif. Petite ou grande? Plutôt petite, hein? Ouais, parce qu'encore une fois, c'est un petit vecteur et ça vous donne une onde petite en V5, V6. Et puisque c'est la première onde négative, ça va être onde petit q. Bien. Et donc, vous savez maintenant que l'onde petit r en V1, V2 et l'onde petit q en V5, V6, elle capte le même vecteur. C'est le vecteur d'activation septale par la branche gauche. Et donc, il va être normalement orienté de gauche vers la droite. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Ensuite, l'excitation va un petit peu, c'est le même, exactement, c'est le même vecteur.
cheminer maintenant, après l'activation septale, par les deux branches en même temps. Elle va exciter la paroi libre des deux ventricules. Alors, c'est quoi la paroi libre? C'est un petit peu la majeure partie des ventricules. Hein. Voilà. Et ça donne plein de petits vecteurs, hein, qu'on va mettre en bleu, plein de petits vecteurs comme ça, et qui vont être voilà, de l'endocade vers l'épicade, comme ça. Voilà. Et même des petits vecteurs à droite du VD. Ah. Qu'est-ce que vous remarquez déjà? Les vecteurs sont plus petits à droite. Exactement. Alors pourquoi les vecteurs sont plus petits à droite? Parce que le VD est moins épais, il y a moins de viande, moins d'activité électrique, et donc les vecteurs sont plus petits. Donc là, on sent la dominance du VG, où les vecteurs à gauche sont plus forts, parce que, écoutez, le VG est plus épais. Et donc la résultante de cela vous donne quoi? Vous donne un deuxième vecteur beaucoup plus important. Voilà. Et la résultante de ce vecteur va être comment? Au milieu, à droite ou là, à gauche? À gauche. À gauche, exactement. Pourquoi à gauche? C'est à cause de la dominance du VG. Donc, quand vous prenez la résultante de tous ces vecteurs, eh bien, la résultante va être normalement orientée vers les vecteurs les plus amples et donc naturellement orientée à gauche. Donc, le deuxième vecteur des QRS, c'est le vecteur d'activation de la paroi libre des deux ventricules qui va partir vers le ventricule dominant et donc qui va partir de droite vers la gauche. Est-ce qu'il va être capté par V1, V2? Oui? Oui, il se forme d'une onde quoi? D'une onde négative. Grande ou la petite? Grande. Grande. Donc, c'est une onde grande S. Et donc, je vais avoir quoi? Un aspect petit r, grand S. Et ce vecteur, est-ce qu'il va partir vers V5, V6? Ou est-ce qu'il va les fuir? Il va partir vers V5, V6. Et donc, ça enregistre une onde positive responsable d'une onde, comment? Grand R. Pourquoi grand R? Parce qu'elle est ample. Exactement. Bien. Et donc, la deuxième onde des QRS, grand S en V1, V2, grand R en V5, V6, c'est l'activation de la paroi libre des deux ventricules. Ensuite, l'excitation donc achemine le long du septum, la paroi libre des deux ventricules, et elle remonte vers ce qu'on appelle les crêtes supraventriculaires. Donc, c'est un petit peu la partie postérieure, n'est-ce pas, des ventricules, postérieure et supérieure. Voilà. C'est un petit peu, si vous voulez, le myocard qui entoure les valves auriculo-ventriculaires. Et donc là, ça va donner quoi finalement? Ça va donner un troisième vecteur. Là, on va le mettre en bleu, voilà, qui va être un petit peu petit, et qui va être orienté comme ça. Voilà. C'est la partie un petit peu postérieure des ventricules. Bien. Alors, ce troisième vecteur, donc, nous avons numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est un petit peu la partie postérieure et supérieure des ventricules. Ce troisième vecteur va être orienté vers l'arrière, mais aussi, puisque le cœur est incliné vers la gauche, n'est-ce pas? Lui, il va partir vers l'arrière et vers la droite. Et ce vecteur est perpendiculaire à V1, V2. Donc, est-ce que V1, V2 peuvent le voir? Non. Non. Voilà. Et donc, vous allez avoir juste petit a, grand S, c'est tout. Des fois, V1, V2 peuvent le capter sous forme d'une onde R'. Voilà. Mais R' est une onde qui est inconstante. Alors, premièrement, R' est inférieur à R. Et R' est une onde inconstante. Pourquoi? Parce que des fois, ce vecteur est perpendiculaire à V1, V2. Donc, elle ne peut pas le voir. Bien. Donc, R' est une onde physiologique. Hein? N'est-ce pas, Amin? Oui. Et donc, on peut avoir normalement un aspect petit r, grand S, grand R'. Voilà. R', c'est lié à l'activation de la partie postérieure des ventricules. Mais ce vecteur va fuir V5, V6. Il est petit ou là, il est grand?
Mais il est petit, ben, c'est pas une très grande partie du myocarde. Et donc, ça donne une onde négative et ça nous donne une onde petit s en V5, V6. Bien. Et donc, là, on a compris un petit peu la morphologie normale des QRS. On va faire un petit tableau ici. On va mettre un petit peu ici la normale, un bloc de branche droit et un bloc de branche gauche. Et la normale en V1, V2, ça va être quoi? Petit R activation septale, grand S paroi libre des ventricules, petit r prime inconstant, partie postérieure des ventricules. V1, V2. Et V5, V6, ça va être quoi? Petit Q, activation septale, grand R, activation de la paroi libre des ventricules, et petit S, activation de la partie postérieure des ventricules. Petit Q, grand R, petit S en V5, V6. Et V3, V4, vous allez avoir juste un aspect un petit peu intermédiaire entre les deux. C'est bon? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Docteur, Oui? j'ai pas compris. Pourquoi c'est un petit Q grand R V1, V2? Alors, tu aurais préféré que ça soit quoi? J'ai compris par rapport au petit Q. Par contre, par rapport au petit R, j'ai pas entendu, docteur. C'est coupé. Vous pouvez Grand, répéter? très bien. Alors, V1, V2, c'est petit q, grand R, donc premier vecteur, va vers la droite, petit. Tu parles en V1, V2, Yak? Oui. Donc, V1, V2, c'est petit R, grand S. Donc, premier vecteur, ça va vers V1, V2, s'entraîne une onde positive petit r. Septum étant petit, l'onde n'est pas très grande. Paroi libre des ventricules, c'est le vecteur principal des QRS orienté vers la gauche. Donc, il fut V1, V2, ça donne grand S. Ensuite, la partie postérieure des ventricules est perpendiculaire à V1, V2. Donc, celle-ci ne peut enregistrer rien, parce que c'est perpendiculaire, ou bien elle peut enregistrer une onde positive, parce que ça va vers la droite un peu, inconstante, qui est l'onde R'. Et donc, ça te donne quoi? En V1, V2, petit r, activation septale, grand S, activation de la paroi libre des ventricules, R' inconstant, activation de la partie postérieure des ventricules. D'accord? D'accord, merci. Alors, remarquez une chose, c'est que l'aspect en V1, V2, n'est que le contraire de l'aspect en V5, V6. C'est une image en miroir. Ben, pourquoi? Parce que V1, V2 s'oppose à V5, V6. Donc, V1, c'est à droite, V1, V2, c'est à droite, V5, V6, c'est à gauche. Donc, elles vont capter un petit peu les mêmes vecteurs, mais juste selon un angle différent. C'est bon? Oui. Oui, parfait. Très, très bien. Alors, si vous avez compris l'aspect normal, vous allez comprendre facilement les blocs de branches. Imaginons dans un premier temps qu'on a un bloc de branche droit ou un bloc de branche droite. Alors, on dit bloc de branche droit ou la bloc de branche droite? Droite, non? Hein, on dit bloc de branche droite. Et c'est un Ça bloc. dépend de ce qu'on calcule. Pourquoi? Parce qu'on parle du bloc. C'est une branche, oui. Oui, mais c'est une branche. On peut dire les deux. De la branche On droite. peut dire les deux, exactement. Les deux peuvent se dire. Donc, soit on dit un bloc de branche droit, ou on dit un bloc de branche droite, c'est la même chose. Ça dépend de quoi on parle. Bien, imaginons que la branche droite est coupée, qu'on a un bloc de branche droit. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de tirer les critères électrocardiographiques. Alors, l'excitation va cheminer un petit peu le long du nœud AV, faisceau de His, mais uniquement de la branche gauche. Est-ce qu'elle pourra exciter le septum? Oui. Oui, très bien. Et est-ce qu'elle le fera de gauche à droite? Oui, puisque le septum était normalement excité de gauche à droite quand il n'y avait pas de bloc de branche droit, mais il le sera également quand il y a un bloc de branche droit. Et donc, est-ce que le premier vecteur va être perturbé? Non. Non. Non, le premier vecteur ne va pas être perturbé. Et donc, on va avoir toujours une onde petit r en V1, V2, une onde petit q en V5, V6. Même en cas de bloc de branche
droit. C'est bon? Ensuite, il va y avoir quoi? Activation uniquement, n'est-ce pas? Uniquement du ventricule gauche par le Purkinje. Alors, je vais redessiner le cœur qui s'était passé. Bien, et donc tous les vecteurs du VD vont disparaître, puisqu'il va y avoir excitation uniquement du VG. Est-ce que le deuxième vecteur va être perturbé? Oui. Oui, exactement. Mais est-ce qu'il va l'être beaucoup? Eh bien non. Non. Il était à gauche, il va être un petit peu plus à gauche. Vrai ou pas? Puisque là, il y a eu juste annulation des vecteurs du VD. Mais comme le VD est peu épais, comme ces vecteurs sont petits, le VD est relativement négligeable. Et donc, vous allez avoir toujours un vecteur, deuxième vecteur. Cette fois-ci, non pas de l'excitation de la paroi libre des deux ventricules, mais uniquement du ventricule gauche. Et ça donne un deuxième vecteur un petit peu plus à gauche. Pourquoi il est un petit peu plus à gauche que le premier? Parce qu'il a perdu des petits vecteurs droits. Mais bon, ça donnera toujours, n'est-ce pas, parce qu'il est toujours à gauche, toujours une onde grand R en V1, V2 et une onde grand S en V1, V2 et une onde grand R en V5, V6. Attendez, je vais le redessiner, pardon, peut-être même en noir. Voilà. Ça donnera une onde grand R en V1, V2, une onde grand S en V1, V2, une onde grand R en V5, V6. C'est bon? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, parfait. Ensuite, dans un troisième temps, qu'est-ce qui va se passer? En même temps, il va y avoir excitation des parties postérieures des ventricules, mais en même temps, il va y avoir, on va mettre en vert, excitation lente de proche en proche du ventricule droit. Bien, qui dit lentement dit onde large. En plus, il doit y avoir un deuxième phénomène, c'est quand l'excitation chimique de proche en proche, les potentiels ont le temps de s'additionner. Et donc, on va avoir quoi? Une sorte de sommation des potentiels. Mais ce qui me donne quoi? Un troisième vecteur, pathologique cette fois-ci, orienté de gauche vers la droite. Et ce vecteur est lié à quoi? À l'activation retardée, lente du ventricule droit de proche en proche. Ce vecteur est-il petit ou grand? Alors, ce vecteur est grand. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une sommation des potentiels. Pourquoi? Parce que l'excitation cheminant lentement, les vecteurs ont le temps de s'additionner et ça donne un troisième gros vecteur pathologique spécifique du bloc de branche droit qui lui va être orienté de gauche vers la droite. Est-ce qu'il va être capté par V1, V2? Oui, sous forme d'une onde positive ou la négative? Positif. Positive, exactement. Et donc, ça va donner une deuxième onde positive pathologique, pardon, excusez-moi, une deuxième onde positive pathologique qu'on va appeler onde grand R'. Mais cette onde pathologique est à la fois, comment? Ample et surtout large. Et cette vecteur, cette onde va fuir V5, V6 et ça nous donne une onde de S aussi large en V5, V6. Et là, ça finit l'aspect d'un bloc de branche droit. Et donc, ça va être quoi l'aspect d'un bloc de branche droit en V1, V2 et V5, V6? Je vais l'effacer pour mieux le redessiner. Bien. Alors, ça va être quoi?
Ça va être petit r, activation septale normale. Grand S, activation de la paroi libre uniquement du ventricule gauche. Et grand R' avec R' ample et large, activation retardée du ventricule droit de proche en proche. Et en V5, V6, vous n'avez juste que l'image en miroir de celle-ci, c'est-à-dire le contraire. Petit Q, activation septale. Grand R, activation de la paroi libre uniquement du VG. Et puis une onde de S large, activation retardée de proche en proche du VD. Vous me suivez ou pas? Oui. Ouais, très bien. Alors, des fois, quand le VG est excité par le Purkinje, l'activation du VD a commencé de proche en proche. On peut avoir une collision entre l'onde de S et l'onde de R', si bien qu'il peut y avoir des intermédiaires, d'autres aspects comme petit r, petit s, grand R', ou carrément R'. Voilà. Donc ça, c'est des aspects possibles. Hein. Mais remarquez une chose. Tous les aspects... Oh, aïe. Je pense que c'est le corona. Alors, tous ces aspects ont un point commun, lequel l'existence d'une onde terminale positive R' qui est à la fois ample et large. Ben pourquoi? Parce que c'est l'onde qui représente l'activation retardée de proche en proche du ventricule droit. Et qu'est-ce qui donne une activation retardée de proche en proche du ventricule droit? Eh bien, c'est le bloc de branche droit. Est-ce que c'est compris? Docteur, s'il vous plaît, vous pouvez expliquer ces derniers cas? Oui, donc l'aspect typique le plus fréquent d'un bloc de branche droit, en V1, V2, c'est petit r, grand S, grand R'. Mais tu peux avoir d'autres aspects possibles, comme petit r, petit s, grand R', plus rare, ou là carrément R'. Alors, ces aspects sont des possibilités plus rares, mais tout ça est des possibilités d'un bloc de branche droit. Alors, tout ça a un point commun. C'est quoi? C'est tous ont une onde R', large terminale. Et l'onde R' terminale, positive en V1, V2, est spécifique du bloc de branche droit. Pourquoi? Parce qu'elle signifie quoi? Une activation retardée de proche en proche du VD. Et qu'est-ce qui te donne une activation retardée de proche en proche du VD? Eh bien, c'est le bloc de branche droit. Pourquoi c'est intermédiaire? C'est quand l'activation du VG n'a pas fini, alors que celle du VD a commencé et elle se fait de proche en proche. Donc, ça dépend un petit peu du timing. Si celle du VG finit avant que celle du VD commence, tu vas avoir cet aspect. Si maintenant celle du VD se produit en même temps que le VG, les deux ondes se collisionnent et tu peux avoir le deuxième aspect ou le troisième aspect. D'accord? Et ça, ce n'est pas le plus important. Pourquoi ce n'est pas le plus important? En fait, c'est juste des variantes. Voilà. Pourquoi mon cœur a disparu? C'est bon? Oui. Parfait. Alors, on va effacer tout ça. On va refaire du propre. Voilà. Pour refaire le bloc de branche gauche. Bien. Alors, remarquez une chose. Finalement, V1 et V2, n'est-ce pas, n'est que l'image en miroir de V5, V6. Donc, est-ce qu'il est nécessaire réellement d'apprendre l'aspect du QRS dans les deux? Non. Non, seul. Exactement. Donc, ce n'est pas la peine de se casser trop la tête. Apprenez juste l'aspect d'un bloc de branche droit typique en V1, V2 et l'aspect d'un bloc de branche gauche en V5, V6. Et ça suffit. Pourquoi? Parce que les autres n'est que l'image en miroir. Bien. Imaginons maintenant, attendez, je vais mettre quand même le nœud AV, le faisceau de His, les deux branches en même temps. Voilà. Et mettre le Purkinje. Bien. Imaginons maintenant qu'on a un bloc de branche gauche. Et donc, on va couper la branche gauche. C'est tout qui va disparaître malheureusement. Ah, c'est bon. Parfait. Plus de branche gauche. Bien. Alors, comment ça va se passer? Comment l'activation va se passer? L'activation va venir du nœud AV, faisceau de His,
elle va descendre uniquement par la branche droite. Donc, est-ce que le premier vecteur va être perturbé? Oui. Oui, pourquoi? Parce que normalement, le septum devait s'activer de quoi? De gauche vers la droite, par la branche gauche. Rappelez-vous, à l'état physiologique, c'est la branche gauche qui dépolarise le septum. Mais là, la branche gauche ne conduit pas, le septum n'a pas le choix. Il va se faire exciter par la branche droite. Et donc, le premier vecteur va être perturbé. Et plus précisément, le premier vecteur va être comment? Inversé. Et donc, est-ce que ça nous donne quoi sur l'électrocardiogramme? En V1, V2? Une petite onde négative. Exactement. Une onde petite onde Q en V1, V2. Et une onde comment? En V5, V6, petit r. Donc ça, c'est quoi petit Q en V5, V1, V2 et petit r en V5, V6? Ce n'est rien d'autre que l'activation septale inversée. Vrai ou pas? Et donc là, on va tirer le premier critère d'un bloc de branche gauche. C'est un critère important. Il va falloir commencer par là. Ben, c'est quoi? C'est la disparition de l'onde Q en V5, V6. Pourquoi c'est un critère important? Parce que quand l'onde Q disparaît en V5, V6, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'activation septale s'est faite d'une manière inversée. Et qu'est-ce qui donnerait une inversion de l'activation? Et bien, ce n'est rien d'autre qu'un bloc de branche gauche, cité de droite vers la gauche. C'est bon? Et donc, en V1, V2, je vais avoir quoi? Une onde petit Q en V5, en V1, V2, et une onde petit r en V1, V2. Ensuite, il va y avoir quoi? Activation de... vous êtes toujours là? Oui, docteur. Oui. Oui. Il va y avoir activation par le Purkinje du ventricule droit. Et ça donne des petits vecteurs. Voilà. Mais pendant ce temps-là, et je vais le mettre en vert, il va y avoir activation de proche en proche du ventricule gauche. Et ça se produit en même temps jusqu'aux parties les plus postérieures. Et donc, ça donne un petit vecteur orienté vers la droite. C'est l'activation du VD qui est petit, hein, mais en même temps, un très grand vecteur, mais très grand. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il va y avoir sommation des potentiels, un très gros vecteur, très gros, hein, voilà, orienté vers la gauche, qui est dû à quoi? L'excitation du VG de proche en proche. Donc, qui va gagner? Celui-là ou celui-là? Le vert ou le bleu? Le vert. Le vert. Exactement. Et donc, ça vous donne deux vecteurs dans le même sens. Alors, en V1, V2, ça vous donne quoi alors? Une deuxième onde négative. Ouais, une deuxième onde négative qui va fusionner avec la première. Et en V5, V6, ça vous donne une deuxième onde positive qui fusionne avec la deuxième. Et là, vous avez l'aspect d'un bloc de branche gauche. Alors, pourquoi un très grand vecteur? Parce qu'encore une fois, le fait que ça se produit de proche en proche laisse le temps au potentiel de s'additionner, sommation des potentiels, premièrement. Et puisque ça se fait lentement de proche en proche, l'onde, ça va être une onde large. Bien. Et donc, quel va être l'aspect d'un bloc de branche gauche? Eh bien, c'est très simple. En V1, V2, vous allez avoir quoi? Finalement, un aspect de R exclusif et crocheté et large. Pourquoi R exclusif? Parce que c'est la sommation de deux vecteurs en même temps. L'activation septale inversée et l'activation de proche en proche du VG. Celle du VD étant complètement négligée. Et donc, pourquoi R crocheté? Parce que c'est les deux vecteurs qui vont partir dans le même sens. Activation septale inversée, activation de la paroi libre du VG de proche en proche. Et l'image en miroir de ce R crocheté, ça va être un aspect QS.
en V1, V2 avec crochetage de la branche descendante de l'onde S. Mais encore une fois, ce n'est pas la peine d'apprendre tous ces 4 aspects. Apprenez juste l'aspect d'un bloc de branche droit en V1, V2 et l'aspect d'un bloc de branche gauche en V5, V6. Les deux autres sont quoi? Les deux autres sont rien d'autre que l'image en miroir des deux précédents. Bien, résumons-nous. Donc, oui, un bloc de branche gauche. Oui, je peux réexpliquer le bloc de branche gauche. Donc, comment va se faire l'activation du camp en cas de bloc de branche gauche? Donc, premièrement, c'est tout l'activation qui va être perturbée du début à la fin. Donc, commençons par le septum. Au lieu d'être excité par la branche gauche qui ne conduit pas, le septum n'a pas le choix, va être excité par la branche droite. Et ça va donner une excitation de droite vers la gauche. Et donc, la première conséquence d'un bloc de branche gauche, ça va être quoi? Ça va être l'inversion de l'activation septale. Et cette inversion d'activation septale va donner quoi? Va donner un aspect, quoi? Petit Q en V1, V2, puis orienté vers la gauche, et petit R en V5, V6. Ensuite, il va y avoir en même temps l'activation du VD par le Purkinje, et en même temps, activation de proche en proche du VG, la totalité du VG jusqu'aux parties postérieures. Et ça donne un très grand vecteur qui va être orienté vers la gauche, activation de proche en proche du VG, sommation des potentiels, onde ample et large, qui va faire quoi? Masquer l'activation du VD. Et ça nous donne quoi? Puisque vous avez deux vecteurs, numéro 1, numéro 2, qui partent dans le même sens, un aspect de R exclusif crocheté en V5, V6, les deux vont partir vers cette dérivation, et un aspect QS en V1, V2. Donc, remarquez, là aussi, ce n'est que l'image en miroir. Bien, résumons-nous. Donc, ce n'est pas la peine qu'on mette la totalité. On va mettre quoi ici, la normale? Un BBD, un BBG. Alors, c'est quoi l'aspect normal en V1, V2? Petit R, activation septale. Grand S, paroi libre des deux ventricules. Petit R, prime inconstant, activation de la partie postérieure des ventricules. Donc, petit R, grand S, R prime inconstant. Et l'aspect en V5, V6, ce n'est que le contraire, l'image en miroir. Et donc, petit Q, activation septale, grand R, activation de la paroi libre des deux ventricules, et puis petit S, activation de la paroi postérieure des ventricules. Petit Q, grand R, petit S. Bien. En cas de BBD, vous allez avoir quoi? L'aspect typique, vous allez avoir en V1, V2, sous forme de quoi? Petit R, septal, non perturbé. Grand S, activation de la paroi libre du ventricule gauche, pas très perturbé, mais vous allez avoir une grande onde R' large, activation de proche en proche du ventricule droit. Donc, petit R, grand S, grand R'. Et en V5, V6, en cas de bloc de branche gauche, vous allez avoir quoi? Activation septale inversée. Donc, petit R au lieu de petit Q. Le premier critère, c'est la disparition de l'onde Q, remplacé par un aspect de R exclusif et crocheté. Donc, la première composante est l'activation septale inversée. La deuxième composante, c'est l'activation de proche en proche du VG. Celle du VD est complètement masquée. Est-ce que c'est clair? Docteur, Oui. c'est-à-dire pour le bloc de branche gauche, la dépolarisation des ventricules droit et ventricule gauche se fait en même temps. Pratiquement en même temps, oui. Pourquoi? Parce que quand l'excitation arrive au Purkinje, là, d'accord, de l'autre côté, le VG a commencé à s'exciter. Peut-être que le VD va légèrement précéder le VG, voilà. Mais de toute manière, les ondes du VD seront masquées. Alors, pourquoi cela? Parce que c'est des petites ondes, c'est des petits vecteurs. Et là, tu vas voir quoi?
activation septale, et dès que le septum finit par s'exciter, activation de la paroi libre du VG. Et donc, deux vecteurs qui vont dans le même sens. Quand le premier finit, le deuxième reprend. Et ces deux-là, soit le premier, soit le deuxième, vont te masquer ceux du VD. Pourquoi? Parce que ceux du VD sont très petits par rapport au septum ou par rapport à la paroi libre du VG. Fahmni? Oui, oui. Merci. Docteur, l'onde QR sera remplacée par quoi Win. dans le bloc gauche? En V5, V6. Oui, en V5, V6. Très bien. Par la première onde de l'onde R exclusive. Donc, une onde R exclusive est crochetée, j'ai dit. Donc, le premier crochetage, c'est l'onde Q qui est devenue positive. Pourquoi? Parce que normalement, le vecteur du septum doit se faire de gauche vers la droite. Là, il s'est inversé. Et donc, si l'activation septale s'est inversée, l'onde s'inverse. Au lieu qu'elle soit négative, activation septale, elle devient comment? Positive. D'accord, merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci, docteur. Parfait. Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a d'autres questions? QS, grand QS. Voilà. Donc, si tu as R exclusif crocheté en V5, V6, tu vas avoir le contraire, c'est-à-dire un aspect grand Q, grand S en V1, V2. C'est le contraire. Voilà. Mais ce n'est pas le plus important. Je m'en fous de l'aspect de V1, V2 du BBG. Alors, l'aspect typique du BBD, vous l'avez en V1, V2, et l'aspect typique du BBG, vous l'avez en V5, V6. C'est plus important. Bonjour, tu as bien fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bien. Alors, s'ensuit par la suite ce qu'on appelle des troubles secondaires de la repolarisation. Alors, c'est quoi ce trouble secondaire? C'est-à-dire quand vous avez un BBD, vous avez un aspect petit r, grand S, grand R' en V1, V2. Donc, R' étant l'activation retardée de proche du BD, n'est-ce pas? Mais vous allez avoir également un petit sous-décalage, une inversion de l'onde T en V1, V2. C'est des troubles de la repolarisation, mais c'est des troubles secondaires. Pareil pour le bébé. Négatif en V5, V6. C'est ça ce qu'on appelle des troubles secondaires de la repolarisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un trouble secondaire de la repolarisation? Qui peut me l'expliquer? À Oui. cause des santé, je sais pas ce qu'on avait dit. Alors, si je dis secondaire, c'est qu'il doit y avoir des troubles primaires. Alors, c'est quoi un trouble de la repolarisation primaire et c'est quoi un trouble secondaire de la repolarisation? Un trouble secondaire résulte d'un trouble de la dépolarisation. Et un trouble primaire? C'est l'atteinte du péricarde, généralement. Non, 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 c'est pas ça. C'est comme a dit votre camarade en premier, c'est que quand la dépolarisation se fait mal, elle se fait lentement, retardée, à cause par exemple d'un bloc de branche, qu'est-ce qui se passe? La dépolarisation elle-même va gêner la repolarisation. Et donc là, il va y avoir quoi? Un trouble secondaire de la repolarisation. Alors que si ça concerne uniquement la dépolarisation, on parle alors de quoi? D'un trouble primaire. Voilà. C'est-à-dire quoi alors un trouble primaire? C'est-à-dire que la dépolarisation est normale et que le trouble concerne uniquement la repolarisation.
Ça peut être quoi? Ça peut être de l'ischémie, ça peut être une hypocalémie, ça peut être une péricardite. Mais ça touche uniquement, non pas le QRS, les troubles, quand c'est uniquement le segment ST-T. On parle alors de troubles primaires. Par contre, si la dépolarisation est anormalement lente, comme le ferait un bloc de branche, eh bien, celle-ci va influencer la repolarisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la repolarisation a été gênée par la dépolarisation. Ou en d'autres termes, des troubles secondaires de la repolarisation à une anomalie de la dépolarisation. Vous me suivez ou pas? Oui. C'est clair? Oui. Oui, très bien. Mais alors, pourquoi le bloc de branche donnerait ces troubles secondaires? Donc, pour comprendre ça, comprendre un petit peu comment se fait la repolarisation et la dépolarisation. Donc, le Purkinje est de quelle localisation? Ventriculaire. Oui, ventriculaire, mais dans quelle partie du ventricule ou quelle épaisseur dans le ventricule? Sous-endocardique. Sous-endocardique. Sous-endocardique, exactement. Voilà, le Purkinje est sous-endocardique. Donc, l'excitation, normalement, est amenée par le sous-endocarde. À l'état normal, l'excitation, donc, la dépolarisation se fait comment? De l'endocarde vers l'épicade. Bien. Alors, quand on est en diastole, au repos, toutes les cellules sont dépolarisées, sont polarisées, et toutes les cellules sont chargées positivement à l'extérieur. Vrai ou pas? Bien. Donc, toutes les cellules sont chargées positivement à l'extérieur. Ben, ça, le cœur est au repos. Ensuite, la dépolarisation va être amenée par le Purkinje. Et quelles sont les couches qui vont se dépolariser en premier? Les couches sous-endocardiques, puis Les endocardiques qui vont se dépolariser. Donc, à l'extérieur, elles vont devenir comment? Négative. Négatives, exactement. Donc, à l'extérieur, ces cellules vont devenir négatives. Et donc, ça va créer quoi? Ça va créer des charges négatives sous-endocardiques et des charges qui sont restées pour l'instant positives sous-épicardiques. Donc là, ça vous crée un vecteur ou pas? Oui, puisqu'il y a une différence de charge, donc ça vous crée un dipôle électrique et un vecteur. Un vecteur orienté vers les charges positives et vers les charges négatives? Positif. Positif. Positive, exactement. Et donc, ça vous crée un vecteur de dépolarisation orienté de l'endocarde vers l'épicade. Bien. Alors, ce vecteur-là va être capté par la dérivation, par exemple, précordiale, qui sont là. Et donc, est-ce qu'ils vont enregistrer une positivité ou une négativité? Positivité. Positivité, exactement. Voilà. Parce que le vecteur va vers elle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, écoutez, la dépolarisation va progresser, n'est-ce pas? Ben, il va y avoir quoi? Ben, toutes les charges vont devenir comment? Négatives. Voilà. Et donc, toutes les cellules sont comment? Elles sont dépolarisées. Est-ce que là, il y a un vecteur? Non, il n'y a pas de vecteur, puisque c'est uniforme, tout est négatif. Bien. Ensuite, les cellules vont commencer par se repolariser pour nous donner l'entité. Mais je vous ai dit que toutes les fibres ne se repolarisent pas en même temps, n'est-ce pas? Il y en a qui se repolarisent en premier, d'autres qui se polarisent en dernier. Et alors, quelles sont celles qui se repolarisent en premier? Celles qui ont les périodes réfractaires les plus courtes. Eh bien, ce sont les couches sous-épicardiques. Si bien qu'à l'état normal, eh bien, la repolarisation commence par quoi? Des couches sous-épicardiques. Est-ce que ça crée une différence de charge? Oui, puisque à ce moment-là, les couches sous-épicardiques sont repolarisées et les couches sous-endocardiques sont encore dépolarisées. Donc, ça crée une différence de charge avec un vecteur.
mais c'est un vecteur de repolarisation que je vais mettre en vert. Ce vecteur va être orienté de l'endocade vers l'épicade ou de l'épicade vers l'endocade? Épicarde vers l'endocade. Non, de l'endocade vers l'épicade. Pourquoi? Parce C'est le même sens de la dépolarisation. Exactement. Un vecteur est toujours orienté vers les charges positives. Si vous avez une charge négative, une charge positive, ça vous crée un dipôle, un vecteur électrique qui va être orienté tout le temps vers les charges positives. Donc la repolarisation se fait dans le même sens. Et donc l'onde T va être positive, la négative? Positive. C'est pour ça que l'onde de T suit le QRS. Alors comment ça se fait l'onde de T est positive lorsque le QRS est positif, alors que l'onde T c'est le contraire du QRS? Puisque le QRS c'est la dépolarisation et l'onde de T c'est la repolarisation. C'est le vecteur. C'est une double inversion. À l'inversion du sens positif-négatif s'ajoute une inversion du sens endocade-épicade. Si bien que les deux vont, la résultante vont partir dans le même sens. Est-ce que vous avez compris? Et donc, si par exemple, la repolarisation ne se fait pas de l'épicade vers l'endocade, mais de la même manière de l'endocade vers l'épicade, eh bien l'onde T se fait négative. Donc ça, c'est l'état normal. Docteur, vous pouvez expliquer la repolarisation, s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? L'inversion des deux vecteurs. Je n'ai pas compris pourquoi on a une onde de T positif, en fait. En fait, tu as une double inversion. À l'inversion de la charge, tu as une inversion du sens. Alors, je réexplique. En fait, la dépolarisation. Donc, là, tu as les cellules sous-endocadiques et sous-épicadiques. À l'état normal, l'excitation est amenée par quoi? Par le Purkinje. Le Purkinje qui est sous-endocadique. Et donc, quelles sont les cellules qui se dépolarisent en premier? Ce sont les cellules, comment? Sous-endocadique. Sous-endocadiques qui vont devenir comment? Négatives. Négative de l'extérieur. Donc ça te crée un vecteur de dépolarisation qui va être orienté comment le vecteur? Les charges négatives à les charges positives. Ouais. Donc ça, c'est un vecteur de quoi? De dépolarisation. Dépolarisation. Il va être capté par les dérivations sous forme d'une onde positive. Ensuite, tout va se dépolariser, tout va devenir négatif. On est d'accord? Mais Oui. pourquoi par la suite? C'est que les cellules vont commencer à se repolariser. Est-ce que la repolarisation se fait de l'épicade ou de l'endocarde? L'épicarde. De l'épicade. Et donc, les cellules sous-épicadiques vont se repolariser en premier. Et elles vont devenir comment? Redevenir positives. Et ça te crée une différence, un vecteur, cette fois-ci, de repolarisation. Un vecteur, c'est toujours vers les charges positives. Et donc, même le vecteur de repolarisation va être orienté de l'endocade vers l'épicade. Et ça donne quoi? Une onde de T également positive. Est-ce que tu as compris? Oui, merci, docteur. Parfait. Maintenant, si vous avez un bloc de branches, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où ça devient intéressant. C'est que quand vous avez un bloc de branches, eh bien, pareil, la dépolarisation se fait de l'endocade vers l'épicade. Donc, tout est chargé positivement. Et les cellules sous-endocadiques vont commencer à se dépolariser. Ça. Sauf que cette dépolarisation qui chemine lentement va prendre plus de temps. Ben, ça vous crée un QRS positif. Hein? Voilà. Et donc, ça met énormément de temps parce que ça se propage de proche en proche. Et si ça prend beaucoup de temps, qu'est-ce qui va se passer? Ça va handicaper les cellules sous-épicadiques. Ben, ça va les désavantager. Ça va les pénaliser. Et donc, les cellules sous-endocadiques vont pas attendre. Même s'ils ont un facteur long, elles peuvent se repolariser. Comment? En premier. Pourquoi? Parce que même si celles-ci sont championnes de la repolarisation, même si elles se repolarisent rapidement,
elles ont été désavantagées par le fait que la dépolarisation met beaucoup de temps pour leur arriver. Donc, elles ne peuvent pas se repolariser avant d'être dépolarisées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu que la dépolarisation prend beaucoup de temps pour arriver aux fibres sous-endocardiques, pour qu'elles soient enfin dépolarisées, celles-ci vont être avantagées et vont commencer à se repolariser en premier. Et donc, la repolarisation se fait comment? Non pas de l'épicade vers l'endocade, mais d'une manière inversée. Et donc, ça vous crée quoi? Une onde de T négative et donc des troubles secondaires de la repolarisation. Est-ce que vous avez compris? Oui. Sûr? Ça m'étonnerait. Je réexplique. Oui, exactement. C'est-à-dire que, vu que la dépolarisation se fait très lentement, parce que ça se conduit de proche en proche, la dépolarisation se fait toujours de l'endocarde vers l'épicade et ça vous entraîne toujours un QRS. Mais vu que celle-ci se fait très très lentement, les cellules sous-épicardiques vont être dépolarisées bien en retard. Et si elles sont dépolarisées bien en retard, elles ne peuvent pas se repolariser en premier. Que font les cellules sous-endocardiques? Elles n'attendent pas. Elles, même si elles ont une période réfractaire longue, elles ont eu du temps supplémentaire pour pouvoir se repolariser en premier. Donc, elles vont être avantagées par rapport à ces fibres-là. Et donc, la repolarisation se fait également, de l'endocarde vers l'épicade. Alors, mais la repolarisation, c'est quoi? C'est un truc inversé. C'est-à-dire que les cellules sont tous dépolarisées, chargées négativement. Voilà, j'ai le QRS. Et là, la repolarisation ne se fait pas de l'épicade vers l'endocarde, mais elle se fait au contraire de l'endocarde vers l'épicade. La repolarisation est inversée. Donc, le vecteur de repolarisation va être orienté comment? Vers les charges positives. Et donc, vous allez avoir quoi? Une dépolarisation qui s'est faite normalement de l'endocarde vers l'épicade. Lentement, oui, et dans le bon sens. Mais la repolarisation est inversée puisqu'elle se fait quoi? De l'endocarde vers l'épicade. Et donc, toujours orienté vers les charges positives, le deuxième vecteur va avoir le sens inverse et l'onde de T sera négative en pas de trouble secondaire de la repolarisation. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Oui, c'était bon? Sûr? Docteur, on a toujours les troubles de la repolarisation. Pratiquement, oui. Surtout dans les blocs complets, surtout dans le bloc de branche gauche. C'est bon? Bien. Alors, ces troubles secondaires de la repolarisation ne sont pas spécifiques au bloc de branche, mais on peut aussi les voir dans les hypertrophies. Alors, ça se manifeste par quoi déjà dans les blocs de branche gauche? En V1, V2, vous allez avoir un aspect petit r, grand S, R', et un sous-décalage d'une lente négative. En V1, V2. Ou du moins, là, vous avez lente grand R. Et en V5, V6, ça se manifeste par quoi? Par petit r, absence de lente Q, R', n'est-ce pas, où la R exclusive est crochetée, avec un sous-décalage, une onde de T négative. Voilà. Bien. Alors, parlons maintenant des hypertrophies. On va revoir un petit peu cette notion de trouble primaire et secondaire. Bien. Alors, commençons par les hypertrophies auriculaires. Donc, comment se manifeste l'hypertrophie auriculaire droite et l'hypertrophie auriculaire gauche? Alors, pour le savoir, il faut un petit peu décomposer l'onde de P. Donc, l'activation électrique des oreillettes est représentée sur l'électrocardiogramme par l'onde de P. Et donc, les surcharges ou les hypertrophies auriculaires vont se traduire par des anomalies de l'onde de P. Mais cette onde de P qu'on voit sur l'électrocardiogramme n'est en fait la sommation de deux ondes de P. Celle de l'oreillette droite en premier, et puis celle de l'oreillette gauche. Alors pourquoi cela? Tout simplement parce que le sinus, quand il dépolarise l'oreillette, lui il se situe au niveau de l'OD, il va d'abord dépolariser l'oreillette droite, et vous allez avoir une onde P de l'OD.
Ensuite, petit à petit, ben, il va gagner l'oreillette gauche. Vous allez avoir une onde P de l'OG. Mais l'électrocardiogramme ne peut pas être distingué entre les deux. Il va vous faire juste la somme. Et là, vous remarquez que là, les deux s'additionnent. Et donc, vous allez avoir 2 fois plus d'amplitude. Et vous allez, la résultante va être l'onde P telle que vous la voyez. Et donc, l'onde P telle que vous la voyez à l'électrocardiogramme, c'est une seule onde sous forme d'un dodane, en fait composée de 2 parties, l'onde P de l'OD suivie d'une onde P de l'OG. Vous suivez ou pas? Oui. Oui, très bien. Et donc, si vous avez une surcharge auriculaire droite, c'est quelle partie qui va grandir? La première ou la deuxième? La première. Si la première grandit, voici la deuxième. La première. Si la première grandit, je vais la mettre en rouge. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devenir plus grande. En devenant plus grande, elle fait quoi? Elle va devenir plus large et plus ample. Mais en devenant plus grande, elle va faire quoi? Elle va se rapprocher de celle de l'OG. Et donc, les deux ondes fusionnent. Et si les deux ondes fusionnent, leur pic va coïncider et l'onde P résultante va être plus large ou la plus ample? Plus ample. Plus ample. Et donc, l'hypertrophie auriculaire droite, la HAD, hypertrophie auriculaire droite, se manifeste non pas par une augmentation de la largeur de l'onde P, mais par une augmentation de l'amplitude. Pourquoi? Parce que vu que c'est celle de l'OD qui augmente de taille, celle-ci va se rapprocher de l'OG. Les deux ondes vont devenir plus ou moins synchrones et puis l'amplitude augmente. Et donc, l'HAD va se manifester par une augmentation de quoi? De l'amplitude. Si maintenant c'est l'oreillette gauche qui augmente de taille, alors celle-ci, mais si elle augmente de taille, pardon, oui, toi, t'es. Oui. Oui, toi, t'es. Je suis en plein cours, dis-moi. مازال ما شفتش معنا alors. ما شكيتش non. والله je sais pas مازال ما تبناش البالون كي نديروا البالون شوف. انا نعيط لك انا نقول لك. صح. Bien. Donc, là. Oui. Bien. Donc, OD. Si celle de logique augmente maintenant de taille, qu'est-ce qu'elle va se passer? Elle va s'éloigner de celle de l'OD. Donc, qu'est-ce qui va se passer? S'étire. Et qu'est-ce qui augmente? La durée ou l'amplitude? La durée. La durée. Exactement. Et donc, la HAD s'accompagne d'une augmentation de l'amplitude de l'onde P, alors que la HAG s'accompagne de quoi? D'une augmentation de la durée. Puis, où est-ce qu'on mesure ça? On mesure ça généralement en D2. On prend D2 parce que c'est un petit peu la dérivation qui est la plus parallèle au vecteur de l'onde P. Et donc, c'est celle qui vous permet de mieux voir l'onde P. Donc, si l'amplitude de l'onde P dépasse ou égale à 0,2 mm en direction HAD, si maintenant la durée atteint les 0,12, 3,40 dans le standard, on parle d'HAG. Voilà. Alors, l'HAG, on peut rajouter un autre aspect, c'est que l'onde P doit être comment? Elle peut être comment? En double bosse. Pourquoi en double bosse? Au lieu d'être en une seule onde, les deux ondes se séparent tellement que la résultante, regardez, si elle se sépare, ça donne quoi? Ça donne un aspect comme ça. Voilà. Elle doit être large, en double bosse, avec la deuxième composante, celle de l'OG, plus grande que la première. En onde P, comment? Bifide. Bifide, c'est-à-dire composé de deux ondes. Bien. Résumons-nous. HAD, augmentation de l'amplitude en V1, en D1, en D2, excusez-moi. HAG, augmentation de la durée de l'onde P avec un aspect d'onde P bifide, surtout en D2.
C'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, les hypertrophies ventriculaires. Bien, commençons par les hypertrophies ventriculaires gauche. Et ben, la première des choses, c'est de les définir. Alors, qu'est-ce que j'entends par hypertrophie ventriculaire gauche? Ah oui, je peux répéter les mesures. Ben, en fait, vous les trouvez partout, hein. Une HAD, c'est quand ça atteint ou ça dépasse les 2,5 mm en D2 d'amplitude. Une HAG, c'est quand la durée atteint ou dépasse les 0,12 secondes. Donc, 3 petits carreaux en étalonnage standard en D2. C'est tout. Bien. Alors, c'est quoi l'hypertrophie d'une ventriculaire gauche? C'est quoi la définition d'une hypertrophie? Augmentation de la masse musculaire. C'est l'augmentation de la masse, exactement. Donc, la meilleure définition de l'hypertrophie ventriculaire gauche, HVG, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la masse du VG a augmenté. Mais comment pourrais-je mesurer la masse? Pour une augmentation de l'épaisseur. Ben, je peux par exemple la faire à l'écho. Est-ce qu'une échographie peut vous mesurer la masse du VG? Oui. Oui, comment elle fait? On mesure l'épaisseur de la paroi, non? Oui, mais On compare la cavité par rapport à l'épaisseur. très bien. Donc, je peux, donc je peux modéliser un petit peu le VG, considérer le VG comme un cône. Bien. Et donc, je peux faire quoi? Grâce à des formules géométriques, je peux par exemple mesurer la surface extérieure, le diamètre extérieur. Bien. Alors, ça, je peux le faire à l'écho. Bien. Ensuite, au diamètre extérieur, je vais faire quoi? Retrancher le diamètre antérieur et j'aurai juste quoi? La surface du VG. Très bien. Mais avoir le volume musculaire du VG ne signifie pas avoir la masse. Comment pourrais-je déduire la masse? Ben, tout simplement, alors si je vous donne par exemple, là, si je vous donne par exemple un verre mesureur, voilà, un excipient, un verre qui contient 1 litre, contenance 1 litre, et je vais vous demander de me trouver 3 kilos d'eau. Vous allez faire quoi? 1 litre d'eau égale 1 kilo. Exactement. Donc, vous allez verser 3 litres. Voilà, 3 fois. Donc, vous avez 3 litres. Vous savez que c'est 3 kilos. Pourquoi? Parce que vous connaissez quoi finalement? La masse volumique, de quoi? De l'eau qui reste la même. C'est-à-dire 1 kilo, n'est-ce pas? A le volume de 1 litre. Et bien, pareil. Qu'est-ce qu'on va faire à l'échographie? On va calculer en fait le volume du myocarde, non pas sa masse. Il suffit de multiplier ce volume du myocarde par la masse volumique du myocarde pour obtenir sa masse. Pourquoi? Parce que la masse volumique du myocarde reste toujours la même. C'est de la viande. Et là, on la connaît. C'est peut-être 0,7 kg par litre ou un truc comme ça. Et donc, en connaissant la masse volumique du myocarde, il suffit de mesurer le volume. Comment je mesure le volume? Je mesure le volume de la cavité extérieure à laquelle je retranche le volume de la cavité intérieure. Et quand je fais ça, j'obtiens le volume du myocarde. Je multiplie ce volume obtenu à l'échographie par la masse volumique du myocarde et j'obtiens la masse. Vous suivez ou pas? Et donc, ne soyez pas étonnés que sur un compte rendu d'échographie, on vous dit que la masse VG est de 135 grammes par mètre carré de surface corporelle. Donc, comme on a pu la mesurer, c'est qu'on a mesuré non pas la masse, mais le volume. On a multiplié tout bêtement par la masse volumique. Et grâce à cela, à partir d'un certain chiffre, je peux parler d'hypertrophie ventriculaire
gauche. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Très bien, parfait. Maintenant, sur le plan électrocardiographique, enfin pas sur le plan, cette augmentation de la masse peut se faire de quelle manière? Qu'est-ce qui peut augmenter pour que la masse augmente du VG? La post-charge. Et qu'est-ce qui augmente morphologiquement? Qu'est-ce qui fait qu'un VG pèse plus lourd? Donc, la première Les chose... cellules. Non, ce n'est pas des cellules. Hein. Le myocarde ne se divise pas. C'est la cellule qui s'hypertrophie. Ce n'est pas le nombre de cellules qui augmente. Il n'y a pas d'hyperplasie. D'accord? Malheureusement, les cellules myocardiques sont trop différenciées pour pouvoir encore se diviser. C'est pour ça, d'ailleurs, quand on perd des cellules myocardiques, c'est définitif. Hein. Ce n'est pas la question que j'ai posée. Hein. Voici la coupe d'un VG normal. Comment ce VG peut augmenter de masse? Eh bien, la première, premier cas de figure, peut-être le plus intuitif, c'est quand l'épaisseur augmente. Avec même peut-être une petite réduction de la cavité. Bien. Alors, quand je prends ces deux coupes de VG, pour vous, quel est celui qui pèse le plus lourd? Le premier ou la deuxième? Le deuxième. Le deuxième, exactement. Pourquoi? Parce que l'épaisseur a augmenté, donc la quantité de viande augmente, n'est-ce pas? Peut-être une petite réduction de la gravité, mais si je pèse les deux, le deuxième va être plus lourd. Bien, très bien. Un deuxième va être plus lourd, et donc, est-ce qu'il y a dans ce cas-là une HVG? Oui, parce que le deuxième est plus lourd que le premier. Bien. Alors, cette HVG est dite comment? Elle est dite concentrique. Voilà, donc parce qu'elle va vers le centre, elle est concentrique, et où c'est une HVG de type systolique. Alors, pourquoi elle est systolique? Parce qu'elle se produit par augmentation de la post-charge. Donc la post-charge, c'est quoi? C'est toutes les contraintes que doit vaincre un petit peu le ventricule gauche pour pouvoir éjecter. Alors, cette augmentation peut être liée à un rétrécissement aortique qui augmente les contraintes du VG pour pouvoir éjecter, ou une hypertension artérielle, une coartation de l'aorte. Donc, toute augmentation de la post-charge oblige le ventricule gauche en systole à développer plus de force. Et tel qu'un muscle, s'il développe plus de force, il va finir par s'hypertrophier et la paroi va augmenter d'épaisseur, ce qui augmente quoi? Sa masse. La masse. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est une hypertrophie dite de type, comment? Concentrique, liée à une augmentation de la post-charge, telle que le frein RAO, une hypertension artérielle, etc. Vous suivez ou pas? Oui. Oui. Est-ce que c'est la seule manière à VG de masse ou est-ce qu'il peut avoir une deuxième? Excentrique. Excentrique, exactement. Et excentrique, elle est liée à quoi? Une dilatation préalable. Diastolique. Exactement. Donc, je vais... Et je vais dessiner la deuxième augmentation du diamètre. Mais est-ce qu'une augmentation du diamètre s'accompagnerait d'une augmentation de la masse? Qui a gardé la même épaisseur, mais dans la cavité a augmenté. Est-ce que vous croyez que ce VG pèse plus lourd que celui-là? Quand il est plat. Je n'ai pas entendu. Oui, alors pourquoi il pèse plus lourd alors que l'épaisseur n'a pas augmenté? Le volume de sang qu'il contient est supérieur. Oui, non, mais quand je pèse le VG, ce n'est pas le volume. Hein, je ne pèse pas le sang à l'intérieur. Je pèse uniquement le VG. La surface est plus grande. La surface est plus grande, bravo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la quantité du myocarde qui entoure une grande cavité, n'est-ce pas, est plus grande que la quantité du myocarde qui entoure une petite cavité. Donc, alors, si vous n'êtes pas convaincu, on va les couper. On va couper celui-là, couper celui-là et on va les ouvrir comme ça. Voilà. Donc, celui-là, il va avoir cette longueur, puisque je l'ai coupé.
Voilà, et je l'ai étalé avec la même épaisseur. Alors, celui-là n'a pas changé d'épaisseur, c'est toujours la même. Mais puisqu'il entoure une plus grande cavité, eh bien, il va être plus lent. Vrai ou pas? Et donc, entre les deux, qu'est-ce qui va peser plus lourd? C'est le deuxième. C'est-à-dire qu'à épaisseur égale, la quantité de myocarde qui entoure une grande cavité est plus grande qu'une quantité de myocarde qui entoure une petite cavité. Donc, est-ce qu'il y a augmentation de la masse? Oui. Oui. Et donc, est-ce qu'il y a par définition hypertrophie? Oui. Oui. Oui, exactement. Et donc, toute dilatation du VG, finalement, vous entraîne une hypertrophie. Ce n'est pas intuitif, mais toute dilatation du VG entraîne une augmentation de la masse de celui-là. Tout simplement parce que la quantité de myocarde qui entoure une grande cavité est plus grande que la quantité de myocarde qui entoure une petite cavité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le VG s'hypertrophie pour ne pas s'amincir, pour garder la même épaisseur. Mais s'il garde la même épaisseur en entourant une plus grande cavité, ben, sa masse globale augmente. Donc, il y a un deuxième type d'hypertrophie qu'on appelle hypertrophie ventriculaire gauche de type diastolique ou excentrique, parce que la masse fuit le centre. Et celle-ci est liée à quoi? À une augmentation, non pas de la post-charge, mais de la précharge. Et la précharge, c'est quoi? Elle est comparée au volume qui remplit le ventricule gauche en fin de diastole. Donc, qu'est-ce qui pourrait augmenter la précharge? Une fuite aortique, une fuite mitrale, etc. Et donc, il y a combien de types d'hypertrophie finalement? Il y a deux. L'excentrique est lié à l'augmentation de l'épaisseur, enfin la concentrique qui est liée à une augmentation de l'épaisseur, ou la systolique, et l'excentrique qui est due à l'augmentation du volume, ou la diastolique. Voilà. Mais dans les deux, il y a une augmentation de la masse. Alors, puisqu'il n'y a pas d'hyperplasie, comment la masse augmente? Il n'y a pas d'hyperplasie, c'est-à-dire il n'y a pas augmentation du nombre de cellules. Mais la masse de chaque cellule augmente. Voilà. C'est-à-dire, c'est toujours le même nombre de cellules, mais la taille de chaque cellule a augmenté. La taille et la masse. Voilà. Bien. Et donc, si vous avez une HVG, celle-ci peut se faire de deux manières. Soit par augmentation de la taille de la cavité, soit par augmentation de l'épaisseur du myocarde. Celle-ci est une HVG comment? Diastolique. Et celle-ci, c'est une HVG systolique. Est-ce que c'est clair? Oui. Ouais. Dans un troisième cas de figure, vous pouvez avoir les deux. Augmentation à la fois de la taille de la cavité et de l'épaisseur, ce qu'on appelle l'HVG mixte, qui est plus rare. Bien. Maintenant, sur le point électrocardiographique, comment va se manifester cette augmentation de la masse? Comment ça va se manifester de l'HVG? Déviation de l'axe, augmentation de l'indice de Sokolov. Très bien. Alors, elles sont toutes simples. Est-ce qu'elle va se manifester par une augmentation, une variation de la morphologie des QRS? Non. Non, pourquoi non? Les QRS seront plus amples. Oui, mais est-ce qu'ils vont changer de morphologie? Non, Non, pourquoi non? parce que la direction de la dépolarisation est la même. Et pourquoi la direction de la dépolarisation est la même? Mais parce que la morphologie du QRS à l'état normal traduit quoi? Traduit la dominance du VG. Alors pourquoi vous avez petit r, grand S en V1, V2? Parce que vous avez l'activation septale et l'activation de la paroi libre du ventricule qui est orientée vers la gauche. Pourquoi elle est orientée vers la gauche? À cause du dominance du VG. Ce qui vous donne petit r, grand S en V1, V2, petit q, grand R, petit s en V5, V6, qu'on vient de voir tout à l'heure. Et donc, ce n'est pas par hasard que vous avez une onde de R ample en V5, V6. C'est parce que le principal vecteur du QRS, celui de la paroi libre des ventricules, est orienté naturellement vers la gauche, vers le ventricule dominant. Bien, question. Est-ce que l'HVG bouleverse la dominance?
Non. 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 Très bien. Alors, si l'HVG ne bouleverse pas la dominance, est-ce que la morphologie des QRS, qui est le reflet de cette dominance, est bouleversée? Non. 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 Exactement. Et donc, est-ce que la morphologie change? Non, il ne change pas. Elle ne change pas. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va changer? Ce sont juste les amplitudes. C'est les amplitudes qui vont changer. Et les amplitudes vont augmenter parce qu'il y a plus de viande, plus d'électricité. Et l'augmentation de ces amplitudes va se manifester par l'augmentation des indices. C'est pour ça que les critères d'HVG ne sont pas basés sur quoi? Sur des critères de morphologie. On ne va pas vous dire qu'en cas d'HVG, vous n'allez plus avoir un aspect petit q grand S en V1, mais l'aspect petit a grand S. Ce n'est pas la morphologie qui change, c'est l'amplitude qui change. Vous allez avoir la même morphologie, n'est-ce pas, mais avec une amplitude qui va être augmentée. Et l'amplitude, ben, ce n'est rien d'autre que les indices, comme les indices de Sokolov ou le Cornell. Alors, le Sokolov, c'est quoi? C'est grand S en V1 plus grand R en V5, V6. Et ça, c'est l'onde qui correspond à quoi? À l'activation de la paroi libre des deux ventricules, surtout du ventricule gauche. Et on comprend que s'il y a une hypertrophie ventriculaire gauche, et ben, ce deuxième vecteur, qui est le principal des QRS, va augmenter d'amplitude et le Sokolov va devenir pathologique. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, vous voulez que je résume ça? Oui. On va dire juste la phrase suivante. La morphologie des QRS de l'ECG normal reflète la dominance du type de dépense. Le test ne la bouleverse pas et donc pas de modification de la morphologie. Ce qui va se modifier par contre, c'est les amplitudes attestées par les différents indices. Deuxième exemple, est-ce qu'il y a une déviation axiale gauche dans l'hypertrophie ventriculaire gauche, dans l'HVG? Oui. Non. Pourquoi non? Parce que l'axe est normalement à gauche. Quelle est la normale de l'axe? Entre moins 30 et plus 90. Oui. Donc, pourquoi la normale de l'axe est déjà à gauche? Alain? Car le VG est le dominant. Exactement. Voilà. Et est-ce que le VG restera dominant quand il y a une hypertrophie? Oui. Et donc, l'axe est normalement à gauche. Il restera à gauche en cas d'HVG, si bien qu'il n'y a pas de critère d'axe. Il n'y a pas de déviation axiale gauche parce que l'axe est naturellement à gauche. Et donc, il n'y a ni critère de déviation d'axiale, ni critère de morphologie. Il y a juste une amplitude, augmentation des amplitudes. C'est-à-dire, l'HVG va vous faire quoi finalement? Va vous transformer le CG en un super ECG. Ça, c'est un ECG normal. Et bien, ça, c'est de l'hypertrophie. Oups, pardon. Vous comprenez? C'est le même aspect. C'est le même aspect qui est resté. Regardez, celui-là et celui-là, c'est le même, sauf que c'est l'amplitude qui a varié. C'est bon? Docteur, dans quelle situation on retrouve une déviation axiale gauche? Ah ben, dans d'autres situations comme les hémiblocs ou les nécroses inférieures, mais pas dans les hypertrophies. Docteur, on avait dit que l'axe normalisation est 4. On n'a jamais dit ça. Est-ce qu'on a dit ça déjà? Non, non, j'ai dit c'était Moins 30 plus 80. moins Ah, 30. c'est moins 30. Je pense que tu as dû le lire quelque part. Parce que certaines sources, ils disent ça effectivement. Mais ça, c'est faux. Hein. Voilà. L'axe entre moins 30 et plus 90. D'accord, oui, je crois que j'ai lu ça quelque part. Ouais. Bien, c'est bon? Et donc, est-ce que l'HVG vous portera problème pour la diagnostic? Pas du tout. La morphologie ne varie pas. Il suffit de calculer les indices. Et si les amplitudes sont exagérément élevées sans modification de la morphologie, il s'agit d'une HVG. Maintenant, comment faire la différence entre une HVG de type concentrique, c'est-à-dire augmentation de l'épaisseur, une HVG de type
excentrique. Augmentation de la taille de la cavité. Comment vous faites la différence entre les deux? Hein? Puisque dans les deux, vous allez avoir quoi? Une augmentation d'amplitude. Ça se fait à l'écho, non? Ah oui, mais oui, c'est clair. Est-ce que tu peux le faire à l'ECG? Parce qu'on est en train d'étudier l'ECG. C'est possible de le faire également à l'ECG. Mais sur quoi? Sur l'anté, bravo. Remarquez une chose. Dans l'HVG de type excentrique, type diastolique, qu'il y a une augmentation de la taille de la cavité, est-ce que l'épaisseur augmente? Non, la taille de la cavité augmente, mais pas l'épaisseur. Et donc, la dépolarisation, elle se fait comment? De l'endocade vers l'épicade. Et la repolarisation que je vais mettre en vert se fait naturellement de l'endocade vers l'épicade. Et donc, en cas d'HVG excentrique, est-ce qu'il y a des troubles secondaires de la repolarisation? Non. Pourquoi? Parce que l'épaisseur n'a pas augmenté et donc la repolarisation n'est pas gênée. Par contre, si vous avez une HVG de type, cette fois-ci, systolique, avec augmentation de l'épaisseur, qu'est-ce qui se passe? La dépolarisation se fait toujours de l'endocade vers l'épicade. Mais est-ce qu'elle va prendre plus de temps? Oui. La dépolarisation va prendre plus de temps. Pourquoi elle va prendre plus de temps? Parce qu'elle parcourt une plus grande distance. Pourquoi elle parcourt une plus grande distance? Parce que l'épaisseur du myocarde a augmenté. Qu'est-ce qui se passe? Les couches sous-endocardiques vont être privilégiées et les couches sous-épicardiques vont être pénalisées. Pourquoi? Parce qu'elles vont se dépolariser en retard. Et si elles se dépolarisent en retard, elles ne peuvent pas se repolariser en premier. Et ces fibres-là n'attendent pas. Même s'ils ont une repolarisation lente, hein, celles-ci sont avantagées par le fait que la dépolarisation met beaucoup de temps pour arriver à leur concurrente. Et donc, elles vont faire quoi? Elles vont commencer à se repolariser. Et la repolarisation se fait d'une manière inversée, non pas de l'épicade vers l'endocade, mais de l'endocade vers l'épicade. Et ça crée une antenne négative. Exactement. Et cette antenne négative est liée à quoi? À des troubles? De la repolarisation secondaire. Exactement. Voilà, des troubles secondaires de la repolarisation. Donc là aussi, la dépolarisation a été gênée, non pas par le fait qu'il n'y ait pas de Purkinje, qu'elle pourrait être de proche en proche comme bloc de branche, non, mais le fait que l'épaisseur a augmenté. Et donc, ça augmente un petit peu le temps qu'il faut pour rejoindre les couches sous-épicardiques. Les couches sous-endocardiques n'attendent pas. Même si elles ont une repolarisation lente, elles ont largement le temps de se repolariser en premier. La repolarisation s'inverse et ça vous crée des santé négatives. Et donc, vous allez, pour faire une HVG, vous allez passer par deux étapes. La première, c'est la diagnostiquer grâce aux indices. Et deuxièmement, c'est la type PS, qu'elle est de type diastolique ou systolique. Et c'est là, c'est le trouble de la repolarisation qui vous aide. Si la repolarisation reste normale, c'est qu'elle est de type, comment? Diastolique. S'il y a au contraire des troubles secondaires de la repolarisation, c'est que l'épaisseur a augmenté et donc elle est de type systolique. C'est bon? Oui. Ouais, très bien. Non, l'antenne n'est pas symétrique, elle est asymétrique dans l'HVG et diastolique. C'est pas vrai ça. En fait, elle grandit, l'antenne grandit. Voilà, elle est ample, on va dire. Alors pourquoi elle grandit? Parce que tout grandit en fait. Comme si vous avez pris un QRS, s'il y a une HVG, le QRS augmente et même les lentées augmentent, mais elles restent asymétriques. Maintenant, si on a une hypertrophie ventriculaire droite, et on va finir avec ça, on va finir tout simplement parce qu'il est l'heure d'aller déjeuner. Alors, est-ce que l'HVD va bouleverser la dominance du VG? Oui. Oui, exactement. Et donc là, si l'HVD est importante, elle va contester la dominance du VG. C'est plus le VD qui est dominant, enfin, c'est plus le VG, mais ça peut être le VD. Et donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir modification de l'amplitude ou modification de la morphologie? La morphologie. Morphologie, exactement. Parlons de l'axe. L'axe est normalement entre moins 30 et plus 90. Pourquoi? Parce qu'il y a une dominance Parce du que le VG. VG est dominant.
Mais s'il y a une HVD de telle sorte que le VD devient dominant, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'axe électrique du cœur va tourner vers les potentiels, les vecteurs les plus importants. Et donc, il va naturellement, sur le plan frontal, tourner vers le VD. Et donc là, il va y avoir quoi? Déviation axiale, droite. Vous voyez, la déviation axiale droite est un critère d'HVD, mais la déviation axiale gauche n'est pas un critère d'HVG. Vous avez compris pourquoi ou pas? Oui. J'espère que oui. Oui? Oui. Parce que l'HVG ne modifie pas la dominance, alors que l'HVD conteste la dominance du VG, voire l'inverse, et l'axe va s'inverser, devenir à droite. Deuxième exemple, dans les précordiales, vous avez petit r, grand S, parce que le vecteur des parois libres est orienté vers la gauche. Et donc, si celui-ci va être orienté vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir non pas un aspect petit r, grand S, mais un aspect grand R, petit s. Voilà. Et là, il va y avoir quoi? Modification de la morphologie en cas d'HVD. Et on en tire un deuxième critère important, qui est le rapport R sur S, qui devient supérieur à 1 V1. Alors que R sur S est comme en V1 à l'état normal. Il doit être inférieur à 1, puisque je dois avoir petit r grand S. Ça, c'est la normale. En cas d'HVD, c'est la morphologie qui se modifie avec grand R, petit s. Et même quand V5, V6, je peux avoir un petit r grand S. Donc, regardez ce qui se passe. Hein. Ça, c'est la normale. V1, V2. Et là, c'est la normale, V5, V6. Voilà. En cas d'HVD, vous allez avoir grand R, petit s en V1 et petit r, grand S en V6. Qu'est-ce qui se passe là? Ça s'est inversé. La morphologie des QRS s'est inversée. On dirait que V1, V2 sont devenus V5, V6 et vice-versa. En fait, ce n'est pas les dérivations qui se sont inversées. C'est la dominance. Comme si vous avez un VG à la place du VD, un VD à la place du VG. Vous suivez ou pas? Oui. Ouais. Et donc là, ce n'est pas la peine de retenir tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire? On va déduire le critère le plus intéressant. C'est qu'en V1, au lieu d'avoir petit r grand S, on va avoir quoi? Grand R, petit s. Ou tout simplement, on peut exprimer ça autrement, le rapport R sur S devient supérieur à 1 en V1. Et donc, deux critères majeurs d'HVD, déviation axiale droite, R sur S supérieur à 1 en V1. Vous voyez que les critères d'HVD sont basés sur quoi? Sur des morphologies et non pas sur des amplitudes. Ah ben écoute, là, comment calculer le rapport? C'est très simple, tu calcules l'amplitude long de R. Voilà, par exemple, si ça fait 3 mm, et là, ça fait 6 mm, le rapport R sur S en V1 est de combien? 3 sur 6, 1,5. Est-ce que 1,5 est supérieur à 1? Non. Non, et donc il n'y a pas d'HVD. Si par contre R devient de 6 mm et S de 3 mm, donc 6 sur 3, le rapport devient à combien? 2. Et donc, 2 supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il y a un critère d'HVD. En fait, quand je dis rapport R sur S est supérieur à 1, tout simplement, l'an de R est plus ample que l'an de S. C'est bon? Oui. Bien, je résume. Il y a deux types d'HVD, une HVD de type systolique, une HVD de type diastolique. Est-ce que c'est clair? Dites-moi oui à chaque fois. Oui. Ça a été clair? Très bien. Dans les deux, vous avez une augmentation de la masse. Dans les deux. Bien. Et cette augmentation de la masse du VG se traduit par une augmentation des amplitudes et non pas modification de la morphologie. Cette augmentation des amplitudes va être traduite par des indices pathologiques comme l'indice de Sokolov ou de Cornell. Et donc, ces indices réussissent à diagnostiquer l'HVG, c'est tout. Il ne vous dit pas si elle est systolique ou si elle est diastolique. Pour faire la différence entre les deux, il suffit de s'intéresser à la repolarisation. Si la repolarisation reste normale, c'est que l'épaisseur du VG n'a pas augmenté.
et on est dans le type d'HVD, d'HVG diastolique. Si maintenant vous avez des troubles secondaires de la repolarisation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la dépolarisation s'est fait tellement lentement qu'elle a gêné la repolarisation. Ça veut dire que l'épaisseur du VG a augmenté. Vous êtes dans l'HVG de type systolique. Alors que les critères d'HVD sont basés non pas sur des amplitudes, mais sur des modifications de morphologie. Et on retient deux critères principaux. Le premier, déviation axiale droite. Je vous rappelle que la déviation axiale droite est un critère d'HVD, mais que la déviation axiale gauche n'est pas un critère d'HVG. Important à savoir. Deuxième critère d'HVD, rapport R sur S supérieur à 1. Donc, inversion du rapport R sur S en V1, modification de morphologie en faveur de l'HVD. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que... Ouais. Bien. Docteur, s'il vous plaît. Oui. Les deux critères doivent être présents. De préférence, oui. Alors, pourquoi les deux critères doivent être présents? Parce qu'il peut y avoir d'autres sources de déviation axiale droite, comme par exemple les hémiblocs. D'accord? Bien, de toute façon, on fera des ECG pratiques, on essaiera un petit peu de diagnostiquer ces fameuses hypertrophies et on vous donnera peut-être même des compléments d'informations. C'était pour ne pas donner trop d'informations à la fois. S'il vous plaît, docteur, une autre question. Pour le rapport R sur S devient supérieur à 1 dans une seule dérivation. Oui. Ben, c'est un critère. Le critère, c'est quoi? C'est de prendre, c'est simplifier au maximum ça. Et donc, on s'est dit qu'il peut être en V1, V2, mais bon, moi, je vais juste le voir en V1, ça me suffit. Voilà, c'est juste une seule dérivation, pas n'importe laquelle, c'est le V1. D'accord? Le critère est là pour te simplifier la vie. C'est-à-dire, il va te traduire cette modification de morphologie sous forme que quelque chose de simple, tu peux vérifier facilement. Alors, d'un seul coup d'œil, en regardant V1, ben, tu peux savoir si l'onde de R est plus grande que l'onde de S ou le contraire. Et si tu vois que l'onde de R est plus grande que l'onde de S, eh ben, c'est un critère d'HVD. Docteur, c'est bon? Oui. est-ce qu'on va regarder aussi l'onde T pour savoir si elle est concentrique ou excentrique comme pour l'HVG? C'est un petit peu plus complexe que ça, l'HVD. Hein. On va la typer aussi du coup. On peut la typer, ouais, mais c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne suis pas sur le bon microphone là. Est-ce que la qualité de son était bonne? Oui, elle était bonne. Je ne suis pas sur le bon microphone. Elle était moins bonne que les autres séances. Eh ben oui, parce que, attendez, je ne me suis pas rendu compte, mais le microphone ne m'a pas... était un peu moins bonne. Pourquoi vous ne m'avez pas dit? Voilà, là c'est mieux? Oui. Ouais, bah, le microphone ne marchait pas, j'étais sur le microphone du PC sans savoir. Ah, donc le cours n'a pas été trop clair alors, si la qualité de son n'était pas bonne. Non, ça va. Oh, je n'ai pas remarqué. Très bien, parfait. Bien, d'autres questions? Bah, écoutez, les déviations axiales gauche, on les fera plus tard quand on fera les hémiblocs. Je vous en parlerai, Inch'Allah. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la séance. Alors, je vais vous envoyer un petit paquet, hein, encore un tout petit atelier, mais cela va être très réduit. Tracé ECG, hein, voilà. Donc, je vais vous les envoyer sur les blocs de branches et un petit peu les hypertrophies.
Vous allez essayer de les interpréter, ça va devenir plus concret, hein, voilà. Le problème tu les cours d'électro, c'est que c'est un petit peu abstrait, voilà. Apprendre d'électro, un truc très graphique sur des critères comme ça, c'est abstrait. Le mieux, que si vous faites un petit peu de pratique, vous essayez vous-même de reconnaître, là, je vais délaguer, ça va être plus facile. Donc je les envoie à Amin, Inch'Allah, cet après-midi. Et puis demain après-midi, Inch'Allah, on les corrige. La matinée, je serai un peu pris, donc on les corrige demain après-midi. Ça ira? Ça va, d'accord. Inch'Allah. Donc la prochaine séance demain après-midi, Inch'Allah. Normalement, lundi, vous n'avez pas de cours. Non. Inch'Allah. Qui me le programme ou la mazette à les cours magistraux? Mazal 3 cours normalement. 3-4 cours. 3 cours, d'accord. Ou خلاص l'année universitaire ou la mazal officiellement? Officiellement, on est en vacances. Officiellement, vous êtes en vacances. Officieusement, on a fait le وقت الضائع, c'est ça? Exactement. On a fait pas moi. معليش. Ouais, très bien. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à profiter de ces vacances, n'est-ce pas? Donc, finir. Oui. Ouais, ouais. Bien. Allez, je vais vous souhaiter un bon appétit. Un bon appétit plutôt. La plage, ouais, vous n'allez la plage. Si tu vois une plage, si tu connais une plage ouverte, on a. Allez, à demain, Inch'Allah. Bon appétit à tout le monde. Salut. Bon.